Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ève et Tofi du podcast des amoureux du cinéma, de tous les cinémas en salle, bien sûr, mais aussi à domicile, des critiques de films et des séries. Nous publions cet épisode un peu en retard en raison de l'actualité liée à la réouverture des salles, ou pas. C'est le podcast Cinécritique numéro 147 du 10 décembre 2020. Bonjour Tofi. Bonjour Ève et bonjour à tous, bienvenue sur Cinécritique. Avant de démarrer des conseils de séries et de films à voir à la maison, comme nous le faisons chaque semaine pendant le confinement, je vous propose de parler de la réouverture des salles de cinéma prévue le mardi 15 normalement. Alors Ève, l'allocution du Premier ministre a eu lieu et des mesures dans le secteur culturel ont été annoncées. Le virus est encore à l'affiche. Il va falloir patienter un peu, Tofi, hélas. Comme annoncé par le Premier ministre, les salles de spectacle, théâtre et cinéma n'ouvriront pas mardi prochain comme prévu, et cela jusqu'au 7 janvier 2021. Croisons les doigts et espérons-le. Les indicateurs sanitaires évoqués et déclencheurs de ces décisions ne sont pas atteints à la date prévue pour rendre possible ces réouvertures le 15 décembre. Prendre son mal en patience donc. Maigre consolation chez nos voisins en Allemagne, les cinémas resteront fermés également jusqu'en janvier. La chancelière allemande Angela Merkel a choisi de prolonger le confinement pour tous les lieux culturels, entre autres, à la suite de l'explosion du nombre de décès du coronavirus dans son pays. La situation sanitaire est par contre très critique aux États-Unis où les salles de cinéma sont fermées. Une conséquence importante nous vient des grands studios de la côte ouest qui a sonné comme un véritable coup de tonnerre à Hollywood. Dans un long communiqué pour s'adapter à la pandémie de coronavirus, la Warner a annoncé que l'intégralité de ses films phares de 2021, soit 17 titres dont les blockbusters a priori taillés pour le grand écran comme Dune et Matrix 4, sortiront aux États-Unis simultanément en salle et sur leur plateforme HBO Max. Les décideurs du studio précisent qu'il s'agit d'une stratégie en temps de Covid afin de pallier la désaffection des salles aussi longtemps que l'épidémie fera rage. Le confinement, la redistribution des usages oblige les mastodontes engagés dans d'énormes investissements de production et de marketing à trouver rapidement la parade et à changer en profondeur leur modèle économique. Comme l'écrit le Financial Times, il y a désormais une nouvelle réalité à Hollywood. Les abonnements sont plus importants que le box-office. Une sorte de changement de paradigme, Ève, peut-être la fin des chiffres des premiers week-ends d'exploitation en salle, ceux qui déterminent la couleur du succès ou le flop au box-office américain. Cette décision vient probablement de l'aventure du film Tenet de Christopher Nolan, sorti en salle cet été après une dizaine de déprogrammations-reprogrammations et des recettes aux États-Unis très inférieures aux attentes pour un film dont le coût a été estimé à plus de 200 millions de dollars. Il est difficile de savoir si ce mouvement se confirmera, mais de toute évidence, le niveau des recettes phénoménales engendrées par les sorties mondiales des gros films ne pourra pas être retrouvé avant longtemps entre les différentes plateformes comme Netflix, Disney, Amazon, Apple, HBO, etc. Ce qui pose la question du modèle de production à venir avec une inflation des coûts de production sur quelques projets jugés porteurs et une réduction, voire une quasi-disparition du nombre de longs métrages de moyens ou petits budgets mis en chantier. Certains réalisateurs américains ont senti le vent tourner déjà depuis quelques années. David Fincher avec Netflix, on parle plus loin de son nouveau long métrage Mank, Scorsese avec Netflix également, les frères Safdie et Sofia Coppola, son dernier film chez Apple TV+. Bref, le paysage est en train de changer. Cette décision Warner ne concerne pour l'heure que les États-Unis et le service des HBO Max lancé en mai outre-Atlantique qui doit s'étendre en Amérique latine et en Europe au second semestre 2021. La chronologie des médias en France l'empêcherait tout au moins d'opérer ce type de sortie simultanée.
À suivre quand même un vrai suspense autour de ces locomotives que sont ces blockbusters, surtout pour les salles en Europe, qui pourraient voir la distribution de ce type de production disparaître, ou du moins être partagée par des services de streaming. D'une sur un smartphone un peu dur, non ? Oui, un peu dur, mais en France c'est sûr, Dune de Denis Villeneuve sortira en salle. Alors qu'on ne déplore aucun dépôt de bilan d'exploitants de salles indépendantes depuis le premier confinement, grâce aux aides du gouvernement, ces derniers savent qu'un énorme défi les attend en 2021, faire revenir le public au cinéma. Et se réinventer dans les grandes largeurs. Mais on leur fait confiance pour continuer à nous faire rêver sur grand écran. Et en attendant la réouverture des grands écrans, Tofi, que conseiller cette semaine à nos auditeurs coincés à la maison? I don't know your name. I don't know yours. You gonna tell me? Knife went to the chest. Sexual assault gone wrong, we think. Notre première sélection est la série anglaise produite par la BBC et diffusée sur Arte qui s'appelle Criminal Justice. Au lendemain d'une virée en ville, Ben Coulter se réveille aux côtés d'une jeune femme poignardée. Inculpé pour meurtre, il est désormais prisonnier d'un système judiciaire où parfois la vérité passe au second plan. Il s'agit réellement d'une descente aux enfers, Tofi. Et oui, même si cette nuit-là, son esprit était embrumé par la drogue et l'alcool, Ben Coulter est certain qu'il n'a pas poignardé à mort la belle Mélanie Lloyd. Pourtant, tous les indices plaident contre lui. Comment agir pour que le jury croie en son innocence ? Imaginé par l'ancien avocat Peter Moffat et salué par la critique lors de sa diffusion sur la chaîne BBC One en 2008, Criminal Justice décortique avec audace le système judiciaire anglais. Et elle le fait à travers la descente aux enfers d'un jeune homme ordinaire. Brillamment écrite, sobrement réalisée par Otto Bathurst, également réalisateur de la série des Peaky Blinders, et superbement interprétée par la star montante Ben Whishaw, elle offre aussi un rôle poignant au regretté Pete Postlethwaite. Une série qui, au fil des 5 épisodes, mêle avec audace deux genres, celui du film de prison et celui du film de procès, pour dépeindre sans concession une justice et une police parfois inféodées à la loi du plus fort. Cependant, même si la mini-série ne cache pas sa volonté de critiquer les failles du système judiciaire, qu'il s'agisse de sa discutable éthique ou de son processus de déshumanisation, le manichéisme est tenu à distance grâce au réalisme du scénario et à la complexité parfois très noire des personnages. On vous la conseille. La série anglaise Criminal Justice, vraiment réussie et addictive, est disponible gratuitement sur arte.tv jusqu'au 28 décembre. On se dépêche donc de la regarder. Mank. This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic turned humble screenwriter, Mr. Hearst. Second conseil de cette semaine, le film américain Mank de David Fincher, en exclusivité sur Netflix. Il s'agit d'un film biographique sur le scénariste Herman Mankiewicz, alcoolique invétéré au regard acerbe et qui tente de boucler à temps le script de Citizen Kane de Orson Welles. Écrit dans les années 90 par le père de David Fincher, Jack Fincher, le film a eu du mal à se réaliser, les studios ne voulant pas ce projet. Finalement, c'est Netflix qui a accepté, à la suite de la signature d'un contrat de 4 films avec David Fincher jusqu'en 2024. Tourné en noir et blanc, le réalisateur à succès et prolixe de Zodiac, Seven, Panic Room, Alien, Social Network signe ici un vibrant hommage au cinéma américain des années 30 avec du style. La reconstitution est sublime et les interprètes vraiment brillants. On sent à nouveau le perfectionnisme dans cette production de 2h15 avec sa précision de la mise en scène, de la lumière, des décors, de la direction d'acteurs, des dialogues ciselés et de la bande originale que les compositeurs ont même enregistré avec les instruments de l'époque. Ce perfectionnisme a été raconté par l'actrice Amanda Seyfried qu'on a fait jouer dans une scène particulière à peu près
200 fois. L'actrice avait confié cette anecdote au magazine Collider et avait même ajouté que le tournage de cette séquence a duré 1 semaine. Une seule séquence pour 1 semaine. Miroir du film de Orson Welles, Citizen Kane, dont il reprend la structure et auquel il fait de nombreux clins d'œil de mise en scène, Fincher assemble les pièces du puzzle Mankiewicz comme Welles essayait de décoder le personnage de Charles Foster Kane. Brillant sur le fond et sur la forme et servi par un casting incroyable, Mank est une vraie merveille drôle, incisive, complexe et touchante à voir sur Netflix. Mais je pense que vraiment, la chose qui m'a le plus marqué, Sacha avait 4 ans. Et me disait encore, maman, quand je serai grande, je serai une fille, etc. Puis je lui dis, mais non, Sacha, tu seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mise à pleurer. Mais c'était un vrai pleur de douleur. C'était vraiment le pleur de... Je venais de foutre sa vie en l'air. Je venais de briser tous ses rêves. En disant ça. Notre dernière recommandation est un documentaire qui s'appelle Petite fille, encore sur Arte. Née dans un cœur de garçon, Sacha, 7 ans, se sent petite fille depuis plusieurs années. Le réalisateur Sébastien Lifshitz suit sa vie au quotidien et le combat incessant de sa famille pour faire comprendre sa différence. Un film documentaire bouleversant, remarqué à la Berlinale 2020. « Quand je serai grande, je serai une fille », répète Sacha depuis qu'elle a 3 ans. Sacha est une petite fille née dans un corps de garçon. Elle présente une dysphorie de genre, c'est-à-dire qu'elle ne se reconnaît pas dans son sexe de naissance. Pudeur et empathie sont les racines de ce documentaire tout en finesse. À force de douceur et de patience, le cinéaste Sébastien Lifshitz, qui a réalisé Les Invisibles, César du meilleur film documentaire en 2013, a apprivoisé la famille de Sacha, obtenant le privilège de suivre l'enfant dans son quotidien pendant 1 année. Avec pudeur et empathie, il a placé sa caméra à sa hauteur pour capter les moments passés en famille dans sa maison du nord de la France, tout autant que les séances chez la pédopsychiatre à Paris. Pas à pas, dans ce magnifique portrait d'enfant, l'épanouissement de Sacha affleure à mesure qu'elle remporte des victoires sur l'hostilité du monde extérieur à tout ce qui s'écarte de la norme. Avec Petite fille, le réalisateur réussit un vibrant hymne à la tolérance et à la liberté autour d'une famille unie dans un même combat pour faire comprendre et accepter la différence. Petite fille est un tableau touchant de l'intime, à voir sur arte.tv et disponible jusqu'au 30 janvier 2021. On termine avec une initiative intéressante en ces temps de confinement, l'organisation d'un festival de cinéma européen online. Pour sa 5e édition, Arte Kino Festival nous fait découvrir une sélection de 10 films européens de jeunes réalisateurs et réalisatrices accessibles gratuitement en 10 langues dans 45 pays d'Europe. Les 10 longs métrages de 10 nationalités différentes rendent hommage à la diversité culturelle et linguistique de l'Europe. La sélection donne la part belle aux nouveaux auteurs et montre la diversité de leur inspiration, leur attention aux bouleversements géopolitiques autant qu'aux crises intimes. Entre documentaire et fiction, ces films nous proposent des regards mélancoliques ou gais sur un monde en pleine métamorphose. On peut, après avoir regardé les films, voter et choisir les différents prix proposés, le prix du public européen et le prix du spectateur, qui permet de participer à un concours permettant de gagner, entre autres, un séjour à Locarno, au festival cette fois réel consacré au cinéma d'auteur, qui se déroule chaque été dans la ville suisse italienne de Locarno. Les films sont consultables sur artekinofestival.com, artekinofestival.com jusqu'au 31 décembre. À vous de jouer. Alors Tofi, pas trop déçu ? Ah, un peu quand même, Ève. Nous n'irons pas au cinéma à Noël. On va donc continuer à vous proposer toutes les semaines des suggestions et conseils de cinéma à domicile. Oui Tofi, tout cela sur Cinécritique. En plus d'un podcast, Cinécritique est aussi un site web où vous retrouvez toutes nos critiques de films, ceux qu'on a aimés, ceux qu'on a moins aimés. Cinécritique avec un K.
N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper. Le podcast Cinécritique est présent sur cinécritique.com, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Instagram et maintenant sur Tumblr. Très bonne semaine à toutes et tous, gardez le moral, faites attention à vous et restez à l'écoute. À jeudi prochain.